Nous sommes donc le 6 avril de l'an de grâce 2018, une date assez particulière pour le gouvernement M. Paul Biya. On se rappelle naturellement que c'était le 6 avril 1984 que les poutistes avaient naturellement voulu emporter son gouvernement. Eh bien, beaucoup d'années ont donc finalement coulé. Qu'est-ce qui reste de ce gouvernement de M. Biya? Eh bien, la presse africaine, ou alors la presse camerounaise s'est d'ailleurs penchée sur le dossier de ce coup d'État manqué donc de 1994. Eh bien, c'est aussi un 6 avril assez particulier pour le gouvernement de Patrice Talon. Eh bien, 2 ans où le Bénin célèbre en ce jour l'anniversaire de 2 années passées donc à la tête de cet État-là qu'on appelle le Bénin. On tentera avec naturellement le journal Le Matinal qui est revenu sur les grandes innovations de M. Patrice Talon ainsi que le journal La Nouvelle Tribune de ce côté-là. Après donc 2 années de règne du côté donc du Bénin de M. Patrice Talon. On verra tout à l'heure quelles sont donc les grandes manœuvres jusqu'ici menées par le président de ce pays-là qu'on appelle le Bénin. Ça sera avec le regard de la presse africaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à cette autre édition de la Grande Tribune sur votre chaîne panafricaine. Et bien, avec vous, merci, avec notre invité, nous allons décrypter donc l'actualité telle que paru en ce jour. Pierre Claver Kodo, directeur de publication pour le magazine Horizon Nouveau. Bonjour, bienvenue une fois de plus. Bonjour Fabrice et surtout un grand bonjour à tous aux milliers de téléspectateurs qui ont pris l'habitude de nous accorder leur temps dans le monde et au-delà. Eh bien, il faut dire désormais qu'on a un fan club du côté de la Mauritanie. On aura d'ici des correspondants de ce côté. On dit d'ailleurs bonjour à un certain Moussa Dia, directeur de publication pour TV Presse, qui nous suit religieusement du côté donc, de la Mauritanie. Eh bien, ça vous dit tout simplement l'audience requise, notamment dans le cadre de cette autre édition. Eh bien, monsieur, nous allons aller donc de plein pied prendre ces unes qui sont d'ailleurs d'actualité, eh bien, qui traitent plus ou moins de l'actualité africaine parue dans ce jour. C'est donc du côté du Gabon avec Gabon Économie. On parle d'un probable report des législatives donc de 2018, eh bien, vers un nouveau report donc sur saisine du CGE. Note à sa une ce matin, Gabon Éco, prévu donc pour se tenir en décembre 2017. Tenez-vous tranquille, les élections législatives ont donc été reportées à fin 2017. Eh bien, à cette date-là, avant d'être à nouveau renvoyé au 28 avril courant par la Cour constitutionnelle, et bien à chaque fois sur saisine du gouvernement qui a toujours évoqué la nécessité de mettre en œuvre les actes du dialogue d'Angodier. Et bien à quelques semaines donc de la tenue du scrutin, la probabilité est désormais grande pour que l'échéance d'avril soit tout simplement une fois de plus reportée telle que nous révèle ce matin Gabon Économie. Un autre journal qui est revenu sur cette actualité du côté du Gabon, c'est donc le journal de Yves-Léopold Ngoma, Gabon Actualité, qui est naturellement en ligne. Report répété des législatives 2018. Les mamboudistes soupçonnent la passivité de la Cour constitutionnelle, titre dans le journal à sa une. Alors, première réaction, Pierre Claver Koudou, on est parti de report en report, décembre 2016 à juillet 2017. Finalement, avril 2018, on est encore dans les supputations. Finalement, les élections législatives qui semblerait-il ne vont pas se tenir à cette date-là parce que bon nombre de réalités qui devraient naturellement encadrer ou alors précéder ces élections législatives ne sont pas encore mises sur pied. En tout cas, c'est un tout petit peu ce que révèle la Cour constitutionnelle du Gabon qui croit savoir qu'il y a d'abord un certain nombre de préalables qu'il va falloir mettre sur pied, notamment le processus de dialogue tel que lancé notamment par le président Ali Bongo Ondimba qui n'a pas encore totalement pris corps et donc il va falloir attendre encore quelques mois, patienter du côté donc, du Gabon pour voir la tenue de ces élections législatives. Je pense que ces reports qui n'en finissent pas vont impacter sur la vie politique gabonaise. Naturellement. Et c'est bien regrettable car je crois quand même savoir que jusque-là, le président Ali Bongo fait preuve d'initiative pour asseoir des conditions de dialogue favorables à une vie politique apaisée, mais malheureusement en face de lui, on a quelqu'un qui continue à courir, à clamer sur tous les toits qu'il est le président du Gabon, parlant de Jean Ping et de ses affidés. Et alors, ces reports ne profitent ni au Gabon, ni au peuple gabonais. Et il faudrait bien que la Cour constitutionnelle remplisse son contrat et prendre la décision qu'il faudra prendre, parce qu'aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il faut bien que cette élection puisse finisse par se tenir et c'est à la Cour constitutionnelle de jouer son rôle et de frapper du poing sur la table.
Il faut d'ailleurs dire que cette grande actualité qui est traitée par nos confrères du côté du Gabon, eh bien, un magazine est très très couru du côté de ce côté-là. Forever Magazine, de notre ami David Mzege nous disait d'ailleurs que l'opposition à la coalition pour la Nouvelle République, d'ailleurs chapeautée par M. Jean Ping, jouait d'ailleurs les starting blocking, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas naturellement permettre la mise sur pied de ce dialogue-là tel que voulu par M. Ali Bongo Ondimba. Conséquence, donc on a tout simplement ces élections législatives qui sont donc bloquées du côté donc, du Gabon. Eh bien, puisqu'on y a évoqué, on va s'intéresser donc à M. Jean Ping qui, semblerait-il, est à l'origine de bon nombre de manœuvres du côté du Gabon depuis quelques temps. Législative donc transparente, c'est avec Gabon Review qui est naturellement en ligne ce matin. Une mascarade selon Jean Ping, eh bien, le président de la coalition pour la Nouvelle République, principal opposant d'Ali Bongo lors de la dernière élection présidentielle, ne croit pas en la promesse des autorités gabonaises d'organiser prochainement les législatives transparentes. Il y voit plutôt une véritable mascarade. Les prochaines législatives devraient donc se tenir avant la fin de l'année 2018, a promis Ali Bongo. Et si le gouvernement assure que ces futures élections seront transparentes, eh bien, au sein de l'opposition où certains leaders ont déjà dit leur intention d'y participer, d'autres ne croient pas à la promesse des autorités, eh bien, Jean Ping, en tout cas, en fait tout simplement partie. Oui, Fabrice, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique a besoin d'un nouveau leadership et malheureusement, on aura toujours cette classe politique ou alors cette élite qui fait franchement partie de la racaille politique de notre continent et qui en fait milite pour la théorie du diable, dans la théorie du chaos. Et Jean Ping, à mon humble avis, fait partie de celle-là et c'est l'élite qu'il faut désormais exclure de la scène politique sur notre continent, surtout en Afrique francophone, parce que c'est une élite totalement inféodée aux intérêts étrangers et qui en fait ne peut pas œuvrer ni pour le développement, ni pour la paix sur notre continent. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un qui déjà traîne quand même des soupçons d'avoir cautionné l'assassinat de Muammar Kadhafi se retrouve aujourd'hui en train de créer le chaos dans ce pays-là dont il se réclame comme étant citoyen. Alors, je pense que le peuple gabonais est assez mature et que la Cour constitutionnelle de ce côté-là devrait vraiment tirer les leçons et puis prendre des décisions qui s'imposent parce que si Jean Ping doit empêcher, après avoir voulu créer le chaos total, une guerre civile au Gabon, aujourd'hui il doit manœuvrer pour que les législations ne se tiennent pas. Il importe que l'institution qui est en charge de mettre un terme à ces agissements puisse jouer à fond son rôle et remettre les pendules à l'heure. Il faut tout simplement dire à votre suite, Pierre Clavarcodo, que M. Jean Ping avait il avait été radical à la tenue ou alors à la participation des élections législatives qui sont prévues dans ce pays-là. Lui qui est d'ailleurs le président de la coalition pour la Nouvelle République NR, il a fallu d'ailleurs que bon nombre de ses compères de lutte, entre guillemets, puissent tout simplement le rappeler à l'ordre. Et il avait d'ailleurs déclaré vouloir participer désormais à ces élections législatives, même si aujourd'hui il croit savoir que ce sera quasiment une élection dite de mascarade. Jean Ping n'est pas au service des intérêts des Gabonais. Jean Ping au service des intérêts extérieurs, des intérêts exogènes. Et il va de soi qu'il ne peut œuvrer que pour le chaos. Et pour le chaos dans ce pays-là, que je ne sais même pas s'il est vraiment gabonais, parce que voir quelqu'un s'acharner, s'investir par tous les moyens pour semer le chaos dans ce pays dont il se réclame comme étant citoyen, me semble un peu paradoxal. Et je crois qu'il revient vraiment au peuple gabonais de pouvoir tirer les leçons et surtout de le mettre à l'écart du jeu politique en le sanctionnant, en le mettant en minorité. Et je crois que c'est le moment de le faire et il faut le faire car refuser qu'une élection législative se tienne pour qu'on ait davantage de visibilité au niveau de la représentativité du peuple, au niveau du Parlement. Je ne sais pas à quoi ça frise, mais je pense quand même que c'est une démarche assez grotesque.
Dans tous les cas, l'information donc à lire ce matin dans les colonnes de Gabon. Rifion quitte le Gabon avec notre journal. Ça sera donc avec le journal L'Union qui est en kiosque. Et bien depuis quelques heures, le journal s'intéresse donc au tournoi de l'UNIFAC qui se déroule du côté donc du Cameroun. Le coup d'envoi d'ailleurs a été donné hier avec ce match Cameroun-Tchad, soldé donc par le score de parité d'un but partout. Et bien, triste affaire donc dans ce dossier, alors dans cette actualité, bien ce que le Gabon a donc été chassé. Titre pour sa part ce matin le quotidien L'Union qui croit savoir que le Tchadien, qui croit d'ailleurs savoir que le directeur, que M. Patrice Edouard Gaïssona, président en exercice de l'UNIFAC, a donc tout simplement chassé le Gabon de la dite compétition. Eh bien, il faut dire jusqu'ici les raisons évoquées par ces derniers. On entend entre autres naturellement le fait que le Gabon ait déclaré très tard vouloir naturellement participer à cette grande compétition, même si le secrétaire général de l'UNIFAC, qui est d'ailleurs le secrétariat qui est d'ailleurs présidé par un Gabonais, a tout simplement riposté, a déclaré d'ailleurs que l'invitation, alors l'accord, le hockey du Gabon avait été donné naturellement le plus tôt prévu. Finalement, l'impression qu'au sein de cette institution, ce sont des guéguerres qui s'enlient désormais entre son président et le secrétariat de l'UNIFAC. On rappelle naturellement que les deux individus étaient d'ailleurs en atome crochu lors des élections il y a quelques temps du côté de la CAF. Finalement, on a l'impression que ces batailles internes se sont transcendées même au niveau de ce petit tournoi qui réunit donc les compétitions les équipes des catégories U17 du côté du continent africain. Oui, c'est pas drôle, hein, c'est pas drôle de voir. Sauf que je vous vois un tout petit peu sourire. Bien sûr, parce que c'est pas du tout drôle de voir des Africains en arriver là. Bon, il est quand même vrai que le Gabon, selon certaines sources, n'a pas honoré ses engagements en ce qui concerne la participation dans les délais requis. Et c'est la raison pour laquelle il ne lui a pas été accordé le privilège de prendre part à cette compétition. On a aussi l'impression, du moins on a eu vent de ce que bon nombre, en tout cas des présidents ou alors des responsables des autres fédérations ont donné leur accord pour que le Gabon puisse participer, pour que la fête soit naturellement belle, réussie, parce que on a là une équipe pas des moindres quand même, le Gabon, qui ne sera pas de la compétition et qui va naturellement un tout petit peu biaiser cette compétition, terminer les matchs de cette compétition-là qui se veut plus ou moins assez sérieuse. Eh bien, on n'a donc pas compris cette position assez tranchée de Patrice Edouard Gaïssona, qui a donc été radical et qui n'a voulu rien savoir, et qui a donc préféré chasser le Gabon pour être en odeur de sainteté avec le quotidien L'Union qui est naturellement kiosque ce matin. Oui, mais il a exercé ses prérogatives, mais malheureusement, à l'aide des je pense qu'on a l'impression qu'il voulait également régler un compte à quelqu'un. On ne sait pas, mais je crois quand même qu'il aurait dû faire preuve d'un peu plus de souplesse en admettant puisque les Gabonais s'étaient déjà déplacés pour la compétition, c'était mieux de faire preuve d'un peu de souplesse. Bon, je ne sais pas si il voulait envoyer un message fort à d'autres pays qui éventuellement ne respecteraient pas les délais, je ne sais pas. Mais je pense que par solidarité avec par solidarité avec avec la jeunesse gabonaise, il aurait dû laisser le Gabon pour compétir. C'est ce que bon nombre d'ailleurs d'observateurs ont pensé, tout comme vous, Pierre Claver-Pod. On va s'intéresser à une autre actualité tout à fait rocambolesque, donc du côté de la République centrafricaine. Eh bien, tenez-vous tranquille, ce matin, on ne parlera pas de ces crimes, de ces morts à répétition, mais on parlera d'un dossier tout à fait particulier, même sensible, à la limite même intriguant. C'est donc avec la nouvelle République qui est en kiosque, bien en ligne. Autant pour moi, nous avons justement cette image de M. Faustin Archange Touadérail avec l'ancien ambassadeur de France donc dans ce pays-là, à l'occurrence M. Charles Malinas. De quoi est-il finalement question Centrafrique, donc des faux visas finalement dans le placard, titre le journal. Embarrassé donc depuis 2 ans par les résultats d'une enquête interne sur une filière de délivrance de quelques milliers de visas. Le Quai d'Orsay vient donc de décider de mettre à la retraite d'office l'ancien ambassadeur à Bangui, Charles Malinas. Eh bien, pour le journal, il croit d'ailleurs qu'il était temps. Si l'affaire n'était pas si dramatique, les agoutis du Quai d'Orsay feraient tout simplement sourire. Rappelons les faits, Charles Malinas, ambassadeur en Centrafrique jusqu'en octobre dernier, a donc laissé se créer une filière de visas distribués sans aucun respect des procédures officielles. Des milliers de papiers ont donc été ainsi distribués, notamment pour des musulmans
du côté donc de la République centrafricaine. Il est bien dans ce dossier. On a eu quasiment quelques rebelles centrafricains qui ont pu réussir à avoir naturellement des visas et échapper naturellement à la justice tchadienne centrafricaine et aller d'ailleurs se loger du côté de la France. Une manœuvre quasiment assez maladroite, on va le dire, de la part de l'ancien ambassadeur de France du côté de la République centrafricaine. Non, Fabrice, je ne pense pas que cette manœuvre soit maladroite, c'est une manœuvre intéressée. Vous savez, même les Blancs viennent en Afrique pour chercher de l'argent. Et si monsieur l'ambassadeur, il n'a pas créé cette filière pour les beaux yeux des Centrafricains, il a créé cette filière pour se faire du blé. Parce que là, on ne parle pas du montant qu'il fallait verser pour obtenir ce précieux sésame pour ceux qui veulent courir l'aventure d'aller en Europe. Naturellement, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais sinon, c'est du business que le monsieur a fait sur le dos de l'État français. Est-ce que dans ce cas, on ne peut pas engager des poursuites judiciaires, notamment contre M. Charles Malinas, de la part du gouvernement centrafricain? Oui, le gouvernement centrafricain devrait logiquement engager des poursuites judiciaires, mais il ne couvert pas l'immunité diplomatique. Et ce serait donc à la France de prendre l'initiative de lever d'ailleurs son immunité diplomatique et de le traduire en justice. D'une telle décision? Mais la France ne peut pas franchir le cap parce qu'en fait, vous savez, tout le chaos qui est seulement en Afrique a pour objectif déjà de repeupler la France et de piller nos ressources. Donc, monsieur l'ambassadeur a simplement participé au deuxième volet, à savoir celui de repeupler l'Afrique, de repeupler la France. Et en passant aussi de se faire un peu de sous. Bien sûr, beaucoup de sous, parce qu'on ne vous dit pas combien ça coûtait de bénéficier de ces sésames, mais certainement, ce n'était pas gratuit. Il fallait entretenir le réseau, c'est toute une organisation qu'il a pu mettre en place. Et puis, j'ai même l'impression que ça se passe dans toutes les chancelleries françaises en Afrique. Comme ça s'est éclaté en RCA, rassurez-vous qu'on peut trouver la même filière au Gabon partout, mais c'est parce qu'il en a trop fait, peut-être qu'il a dépassé les quotas que ses complices au sein de l'Élysée ou bien du Quai d'Orsay. Parce que ce qui est sûr, il ne peut pas mener une opération pareille sans avoir également des complices au sein même du gouvernement, de l'appareil d'État français. Donc ça c'est un peu vouloir nous jeter la poudre aux yeux pour nous faire croire qu'ils ont attrapé un filou qui était en train de vendre leur visa, mais en réalité c'est des organisations mafieuses qui sont mises qui sont bien en place au sein du gouvernement français lui-même. En tout cas, on va donc mener à notre niveau, notre part d'enquête dans les différentes ambassades du côté du continent pour savoir effectivement ce qu'il en est. Est-ce que le cas centrafricain peut désormais interpeller d'autres cas sur le continent noir? Eh bien, à chacun sa lecture et tout simplement son enquête. On va s'intéresser cette fois-ci à une autre actualité du côté de la République démocratique du Congo. On a visiblement l'impression que les plus farouches opposants au régime au pouvoir sont tout simplement, s'ils ne sont pas muselés, ils sont tout simplement taxés d'être des véritables rebelles et doivent donc finalement finir dans les geôles. Eh bien, le cas Khalifa Sall parle à beaucoup. Ce matin, on s'intéresse au cas de M. Katumbi. Donc, les avocats plaident pour un procès tout simplement équitable. Titre à sa une ce matin, La Prospérité, qui nous fait savoir que 2 dossiers pèsent donc sur la tête de l'ancien gouverneur de la région très prolifique du Katanga. Donc, c'est démêlé donc avec la justice congolaise peu avant qu'il ne quitte le sol congolais. D'abord l'affaire du recrutement des mercenaires, puis celle consécutive à la spoliation d'un immeuble à Lubumbashi. Et bien, s'il avait obtenu l'autorisation de sortie pour des soins à l'étranger, c'était donc du côté de l'Afrique du Sud. Il avait été condamné par contre dans le deuxième avant d'interjecter appel. À cela s'ajoute aujourd'hui la problématique de sa nationalité, en tout cas italienne, qu'il aurait détenue de 2000 à 2017, en croire les révélations de Jeune Afrique, chose qui a d'ailleurs poussé dernièrement le procureur de la République à ouvrir une information judiciaire qui soulève désormais des montagnes quant aux ambitions de M. Katumbi visant dans la conquête finalement du pouvoir de Kinshasa. C'est quand même plusieurs chefs d'accusation. C'est plusieurs chefs d'accusation. Financement, recrutement des mercenaires et tout ce qui va avec finalement. On a l'impression que M. Katumbi va disparaître de la circulation de la scène politique congolaise si jamais il est traqué par cette justice-là. Il n'a pas fait preuve de prudence. M. Katumbi n'a pas fait preuve de prudence. Lorsqu'on a des ambitions politiques, il faut faire très attention. Il faut savoir, il
il faut avoir une discipline de vie et éviter de poser certains actes qui vous rattraperont à terme. Aujourd'hui, M. Katumbi, il est bien populaire. C'est même l'un des véritables challengers au-delà de Félix Tshisekedi, de l'UDPS. De l'UDPS, c'est l'un des véritables challengers de M. Kabila. De M. Kabila, mais maintenant, il a prêté le flanc. Et ce sera un peu comme l'affaire Khalifa Sall et ça va le rattraper. Et on n'en voudra à personne d'autre, il n'en voudra à personne d'autre qu'à lui-même. Et c'est dommage. Donc c'est un peu pour dire que tous ceux qui prétendent aux magistratures suprêmes dans nos pays ne doivent pas s'improviser. Ils doivent construire leur sillon pendant des décennies pour finalement y arriver. Parce que l'Afrique a besoin des hommes propres à la tête de ses États. Si on n'a pas les hommes propres qui ne peuvent pas être des modèles pour nos sociétés, alors nos sociétés demeureront dans l'état où elles se trouvent. Mais seulement, il y a un fait intriguant dans cette information, Pierre Claver, que vous allez me permettre avec votre brillante analyse. On a finalement l'impression que, oui, certes, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, mais on a finalement l'impression que c'est lorsque vous intéressez au gouvernement en place que vous êtes, que des faits, même si semblerait-il sont avérés, vous rattrapent. M. Katumbi c'est pas aujourd'hui qu'il est né dans la scène politique congolaise. Est-ce que finalement on a l'impression que c'est le fait qu'il s'intéresse au gouvernement de monsieur du président monsieur Kabila que finalement on a l'impression qu'il y a une chasse aux sorcières qui est engagée contre lui? Fabrice, monsieur Kabila est quand même aux affaires. Et monsieur Kabila, il a le droit de pouvoir... Toutes les méthodes sont bonnes, vraiment qu'elles soient efficaces. Je ne veux même pas en arriver là, mais je crois quand même que M. Kabila peut s'appuyer sur tous les leviers dont il dispose pour pouvoir écarter ses rivaux. Donc, Katumbi a un poids politique réel, tout au moins au niveau de la popularité, il a un poids réel. Mais malheureusement, il a manqué tout au long de sa carrière, soit professionnelle, soit politique, il a manqué de vigilance. Et voilà comment il se fait rattraper. Parce que là, ce n'est plus Kabila, ce n'est pas les exécutifs qui l'écartent, c'est la justice qui va l'écarter de la course. Et une fois écarté, Kabila pourra vous dire ok, -1. Et puis il continuera à chercher les mêmes. C'est un peu ça la politique, c'est ça. Justement, dans ce sillage, Pierre Claver, on a visiblement l'impression qu'il n'y a plus d'opposition en Afrique. Ça soit quasiment partout. Si vous n'êtes pas muselé, vous êtes enrôlé, vous êtes manipulé. Finalement, il n'y a plus d'opposition véritable sur le continent africain. Il n'y a pas d'opposition véritable. À qui la faute donc dans cette affaire? Dans cette affaire, on ne peut pas dire que la faute revient à celui qui est à la tête du pays, parce que ce n'est pas lui qui pousse les autres à poser des actes qui les rattrapent. Maintenant, il revient donc à nos acteurs politiques, à l'élite politique, de pouvoir construire son sillon en toute honnêteté, en toute transparence et en toute traçabilité, en évitant de laisser des casseroles derrière eux. Parce que quand ces casseroles les rattrapent, vous n'allez pas dire que chacun ne... Vous ne pouvez pas être... c'est pas Kabila qui est comptable des casseroles de M. Katumbi. Oui. D'accord, on va donc aller au Congo voisin. Eh bien, on le sait, l'actualité de ce côté est dominée naturellement par ce prêt du Fonds monétaire international supposé prêt. Eh bien, il y a une véritable tournure dans cette actualité. C'est donc le FMI qui ne jamais menacé donc de suspendre son appui au Congo Kinshasa, titre donc au Congo Brazzaville, autant pour moi, titre donc ce matin les Échos du Congo Brazza, face donc aux rumeurs orchestrées, nous dit le journal, par certains médias en ligne relayés et abondamment diffusés à travers les réseaux sociaux à propos d'une prétendue menace qui aurait donc été formulée par le FMI de suspendre son appui financier au Congo. Sa délégation qui séjourne au Brazzaville donc est conduite par Abdoulaziz Wen, vient donc de tordre le cou à cette campagne de diffamation. Eh bien, le fait intriguant, c'est qu'aujourd'hui, cette information qui a d'ailleurs couru pas mal de rédactions sur le continent africain, au rang desquelles les Échos du Congo Brazzaville aujourd'hui, eux également, qui viennent nous faire savoir que le FMI n'a jamais déclaré avoir mis la pression sur le régime de M. Denis Sassou Nguesso. Et bien pourtant, on a eu bon nombre d'informations faisant état que le FMI avait demandé, on leur demandait naturellement au gouvernement de pouvoir faire un certain nombre de préalables pour permettre naturellement un financement de la part du Fonds monétaire international. On parlait notamment de la bonne gouvernance, mais surtout qui demandait au Congo de pouvoir épuger sa dette extérieure face donc à la Chine. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international qui nie d'ailleurs toutes ces allégations et qui croit désormais être prêt à pouvoir fournir donc son soutien au Congo. Comment comprendre cette information, Pierre Claver?
Vous savez, le FMI a pour rôle d'endetter les États africains ou alors les États fragiles pour pouvoir alimenter ses propres caisses. Donc, je crois que voir le FMI tordre le cou à cette rumeur qui a quand même circulé des mois durant, ou alors tout au moins... Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de, quasiment 2 mois, on en parle de ce financement du Fonds monétaire international. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et toutes ces pressions aujourd'hui, le Fonds monétaire qui nous dit qu'il n'avait jamais... Peut-être que parallèlement, ou alors parallèlement, le FMI a obtenu mieux du Congo et puis est revenu au meilleur sentiment. Il peut se fondre dans une déclaration en rappelant que non, ils n'ont jamais menacé de suspendre le Congo à leur concours financier. Pourtant, le même journal, Les Échos du Congo-Brazzaville, dans la parution du mercredi, nous faisait naturellement état de ce que le Congo était naturellement sous pression et il devait donc naturellement bouger les lignes pour permettre naturellement de recevoir ce financement du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, on a eu l'impression que ce rétro-pédalage du FMI vient tout simplement trahir peut-être une certaine réalité. Est-ce que le Congo serait-il en train de zapper le FMI? Et vous savez qu'il y a également quelque chose qui se passe et dont personne ne parle. Vous savez que il y a certains pays qui ont découvert une nouvelle filière. De financement. Une nouvelle filière, il s'agit notamment de la Chine. De la Chine, et la Chine offre... les œuvres chinoises sont meilleures par rapport à celles d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a le choix, le FMI a le choix de mettre la pression sur un État et voir cet État-là se détourner de lui pour s'adresser notamment à la Chine qui ouvre des taux d'intérêt totalement humanisés et raisonnables. Donc, on le verra d'ailleurs tout à l'heure avec le cas du Cameroun qui visiblement semble bénéficier de ce partenariat, cette coopération bilatérale Cameroun-Chine. Ça sera naturellement avec d'autres jours. Mais avant, on va aller au Tchad et parler d'une actualité assez intéressante et bien avec donc Tchad Info qui est donc en ligne. Le Tchad prépare donc son indépendance énergétique, annonce Tchad Info. Le chantier de construction du tout premier dépôt pétrolier au Tchad a donc été amorcé officiellement, c'était le 4 avril 2018 à Djarmaya. Ce projet est donc d'une importance non des moindres pour ce pays-là en matière de réalisation des structures énergétiques, dont quelques-unes ont déjà vu le jour tel que le ce matin, quasiment Tchad Info. Une très bonne nouvelle pour ce pays en tout cas. Très bonne nouvelle pour ce pays. D'ailleurs, je crois que la cérémonie de pose de la première pierre a été présidée par le président en personne, M. Idriss Déby. Je pense que le Tchad ne nous surprendra jamais assez par des initiatives prises par ses dirigeants ces dernières années. On a l'impression que c'est un pays qui a décidé de de s'autonomiser et de prendre en main son destin. Vous imaginez, le Tchad est un producteur de pétrole. Mais le Tchad n'a pas de dépôt pétrolier. Mais ça suffit simplement que le Tchad était jusque-là dépendant des importations de pétrole, alors que le Tchad exporte lui-même du pétrole. Et la construction de ces dépôts pétroliers fait d'ailleurs suite à la construction d'une raffinerie qui, contrairement à certains autres pays de l'espace francophone, raffine du pétrole tchadien et le remet sur le marché tchadien tout en exportant une partie de celui-ci. Donc, je crois que le Tchad a pris une initiative parce que si vous n'avez pas une indépendance énergétique, alors quelle que soit votre puissance militaire, financière et autres, ou économique, si vous n'avez pas une indépendance énergétique, je ne crois pas que vous puissiez vous réclamer être effectivement, vous serez un géant au pied d'argile. Le Tchad est en train de vouloir mettre en place tout ce qui lui permettra demain de pouvoir s'affranchir des aides inutiles dont nous tous nous connaissons les conséquences aujourd'hui. Eh bien, on va quitter le Tchad pour le Cameroun, pays de l'Afrique centrale. C'est donc avec le quotidien Mutation que nous allons lancer les hostilités. On s'intéresse naturellement aux 35 ans, donc après le putsch manqué, c'était donc le 6 avril 1984 dans ce pays-là, 35 ans donc après, les 15 complots contre M. Paul Biya à l'occasion donc du 34e anniversaire du putsch manqué du 6 avril 1994 et du côté de Yaoundé, eh bien le complot scientifique tel que le dénonce d'ailleurs M. Messanga Nyamdi à lire donc ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation qui est naturellement en kiosque ce matin, eh bien 35 ans après, qu'est-ce qu'il reste finalement de ce coup d'état manqué de 1984?
Pierre Claver? 35 ans après, ce qui reste, c'est que le pouvoir, tout au moins le régime de Yaoundé a changé totalement d'orientation ou alors d'implémentation de sa ligne politique, puisque lorsque il y a accès au pouvoir et il parle de rigueur, de moralisation, il en fait de rigueur, moralisation et démocratisation de la vie publique. Et là, je crois même qu'il y a un artiste qui va lui dédier un morceau, un tube qui a fait du chemin, qui a été qui a animé les soirées un peu partout au Cameroun et même au-delà. Mais maintenant, il me souvient, lorsqu'il séjourne en Allemagne, il déclarera en Allemagne que le Cameroun est la chasse gardée de personne. Et c'est quelques mois déclaré il y a quelques jours également. Et quelques mois ou quelques jours après, ou quelques semaines après, on assiste à ce coup d'État. Pourquoi? Parce que la France, en fait, il faut reconnaître que c'est la France qui était à la manœuvre. La France était à la manœuvre en sous-traitant avec des Camerounais. Mais malheureusement pour eux, le coup n'a pas prospéré. Mais le Cameroun gardera les séquelles jusqu'à aujourd'hui parce que les rigueurs et la moralisation dont qui nous avaient été la rigueur et la moralisation qui nous ont été promises seront reléguées, seront totalement retirées de sa démarche idéologique. Et aujourd'hui, nous retrouvons avec des gouvernements entiers en prison parce que les gens, justement, ils n'ont pas eu le temps de se pencher ou alors d'implémenter la rigueur et la moralisation dont il avait fait son cheval de bataille dès le début de son magistère. Mais bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir simplement que la rigueur et la moralisation, par exemple, ont foutu le camp. Pas pour tout un gouvernement et donc dans les genres du côté la Gabégie s'est installée. Or, si la rigueur et la moralisation n'auraient pas foutu le camp, je pense qu'au Cameroun, qu'aujourd'hui le Cameroun on n'aurait pas tout un gouvernement en prison. En prison, en tout cas, c'est ce que vous dites, Pierre Claver, dont vous le concède. On va donc s'intéresser aux élections sénatoriales, les deuxièmes du genre dans ce pays-là, qui a donc il y a très peu lancé donc cette chambre haute du Parlement. Et bien, on parle donc avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, qui est naturellement en kiosque sénatorial 2018. La razzia du RDPC a entendu le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et bien, il faut le dire, avec donc 63 sénateurs élus sur les 70 possibles. Eh bien, il faut le dire, on est en foi avec naturellement le quotidien que le RDPC a quasiment tout raflé du côté donc du Cameroun, laissant quasiment quelques maigres 7 places donc au SDF. Et bien, ça sera tout pour le partage du gâteau. Lequel gâteau nous présente d'ailleurs ce matin à sa une, l'action qui est également en cause et qui, ma foi, représente assez bien ces élections législatives. Là, vous voyez d'ailleurs à l'écran le RDPC avec 81,13% et le reste de pourcentage à discuter avec le reste de partis politiques, l'UDC, l'UPC, le SDF, l'ANDF et bien le RDPC, tout simplement vainqueur, bien sûr. Titre donc à sa une ce matin, l'action. Il fallait s'y attendre, Pierre Claver. Oui, il fallait s'y attendre. Le RDPC avec quand même la grande majorité des conseils municipaux. Donc tous ces grands électeurs étaient du RDPC. Il y a même des grands électeurs qui n'étaient pas du RDPC, par exemple dans l'ONCAM, qui ont rejoint le RDPC. Ça suffit que le RDPC a joué, l'état-major du RDPC a joué à fond sa carte et puis le résultat est connu aujourd'hui. Les autres partis qui étaient représentés au Sénat n'ont même pas pu s'en sortir avec une seule place, alors que l'UNDP. Et maintenant, on attend après les nominations des 30 autres qui seront entendues le 15 avril prochain. Voilà, pour savoir si. Est-ce qu'il faut attendre la clémence de M. Biya pour avoir un représentant au sein du Sénat alors qu'on avait naturellement l'occasion d'aller rappeler quelques places? Je crois cette fois-ci, il ne faudrait même pas qu'il fasse preuve de clémence. Il faut bien que les gens s'habituent à la compétition. Si vous n'êtes pas capable de maintenir les postes, de conquérir des postes politiques, pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'on vous les offre? Le RDPC a prouvé qu'il était le seul parti qui est implanté partout et qui a une audience politique véritable. Ils vont gérer le RDPC va gérer le Sénat. Le RDPC jouera les figurants. Et puis c'est de la triste réalité. Il faudrait bien qu'un jour
que quelqu'un d'autre essaie aussi de hisser au sommet, mais on ne va pas lui offrir sur un plateau d'argent. Tout simplement. Alors, il faut donc désormais dire que on est encore parti pour d'autres batailles au sein du Sénat, tel qu'on l'a d'ailleurs vu il y a très peu, où les députés se livraient à des scènes tout à fait peu orthodoxes entre l'UNDP et le RDPC, puisque on a quasiment la totalité, alors la majorité des sénateurs, autant pour moi, viendront du RDPC, en attendant naturellement ceux qui seront nommés par le président Biya. Oui, ça c'est le RDPC à la majorité absolue. Et il ne sera même plus question pour les autres de pouvoir se plaindre. Non, quand ils ne seront pas d'accord, ils pourront vider la salle, mais cela n'empêchera pas la loi de passer. D'accord, on va prendre un autre journal. Donc, c'est Info Matin qui a fait de cette actualité son véritable cheval de bataille. Il s'intéresse depuis quelques jours naturellement aux enseignements secondaires dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, et bien nouvellement donc nommé par M. Biya Nalova Lyonga à la tête donc de ce ministère qui est visiblement épinglé depuis quelques temps, pas naturellement avec Info Matin. Nalova Lyonga échappe à un coup d'État, et bien un coup d'État naturellement entre guillemets, choisi ce matin par le journal de notre confrère Vang. Eh bien, nous nous fait savoir que le 22 mars dernier, un proche collaborateur lui fait signer une délégation de signature, s'arrogeant d'ailleurs de l'essentiel du pouvoir. Le 5 avril, Madame la ministre rectifie le tir, et bien, tel que nous le rappelle ce matin Infomatin. Alors, il faut dire désormais que depuis son arrivée à la tête de ce ministère, on a évidemment l'impression qu'il n'a pas totalement les commandes de ce ministère-là. La preuve, c'est encore à tête chercheuse qu'on va aller faire certaines signatures et qui ont peut-être failli lui coûter tout simplement sa peau. Mais, il faut savoir que chaque chef de département ministériel, durant son séjour à la tête de celui-ci, met en place ses hommes, met en place ses réseaux. Et un ministère comme le ministère des enseignements secondaires n'échappe pas à cette règle. Elle est arrivée il y a très peu de temps, ça fait à peine un mois. Et au gouvernement de 2 mars dernier d'ailleurs. Le 2 mars dernier. Et naturellement, il y a ceux qui sont en place qui ont toujours essayé de manœuvrer pour... les caciques, comme on peut les accoster. Pour conserver leurs acquis au mépris, mais au risque même de devenir des problèmes, des points de blocage pour son action. Et comme je reconnais que c'est une dame de poigne et très intelligente, je crois que ceci lui permet d'ailleurs de comprendre dans quel environnement elle se trouve. Oui, et surtout de procéder rapidement à un nettoyage des écuries d'OGIAS. Parce qu'au niveau de la haute administration, elle est tributaire, elle doit rendre compte à sa hiérarchie qui est la primature, et à partir de là, redistribuer les postes à ceux qui lui sont, à ceux qui peuvent lui apporter quelque chose pour lui permettre, c'est normal, pour lui permettre aussi de signer sa présence au sein de ces ministères. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe partout. D'accord. On s'intéresse à l'insécurité. Le MINAD, M. Tangandi, demande-t-elle donc un réseau de trafic d'armes du côté du Cameroun? C'est là une retenue ce matin par nos confrères du quotidien L'Épervier. Bien, à la suite d'ailleurs de la découverte d'ailleurs il faut d'ailleurs dire qu'à la suite de ce démantèlement, Paul Tangandi a signé un important communiqué portant d'ailleurs interdiction dans 6 villes du Cameroun de la vente des armes à feu et fermeture d'ailleurs des armureries jusqu'à nouvel ordre, tel que nous voyons ce matin le quotidien L'Épervier. Eh bien, pour ceux qui ne le savaient pas, en tout cas, il faut désormais dire que ces 6 villes sont d'ailleurs Douala, Yaoundé, Boya et bien d'autres. En tout cas, c'est une décision assez salutaire pour vous? Dans le contexte sécuritaire actuel, je crois que c'est une décision salutaire et il fallait même s'y attendre. Il y a quand même des entreprises, des armureries au Cameroun qui sont reconnues officiellement et qui, naturellement, peuvent participer au trafic des armes. Donc, vous savez, la situation dans les régions anglophones du Cameroun, où c'est une crise qui est en train de tendre vers une rébellion armée, nous rappelle qu'il faut impérativement prendre des mesures de ce genre pour éviter que la situation s'aggrave.
En tout cas, ce sont donc des grandes manœuvres jusqu'ici menées par M. Tangandi, depuis d'ailleurs qu'il a pris les rênes de ce ministère. C'était lui également le 2 mars dernier, lors naturellement de ce remaniement ministériel. On va parler de toute autre chose. Pierre Claver, de l'opération Épervier toujours. Pourquoi pour qui balaie-t-on finalement la cour? C'est là une retenue ce matin par l'hebdomadaire pratique de l'emploi et de l'économie des finances de notre ami M. François Mboké, qui croit savoir désormais que bien, il faut le dire, ces grandes actions menées tout simplement par M. Paul Biya semblent tout simplement prédisposer quelques-uns à la magistrature suprême. On voit d'ailleurs lui, Paul Motazé, Emmanuel René Sadi, M. Franck Biya, Laurent Esso et M. Akere Bouna finalement. Toutes les couches sont représentées, que ce soit la société civile, l'opposition et même quelques fidèles lieutenants de M. Paul Biya. Bon, mais je crois que Paul Biya est dans une démarche de réconciliation avec son peuple à travers cette opération Épervier. Il s'agit pour lui de préparer sa sortie, de sortir par la grande porte en balayant, en nettoyant en profondeur les écuries d'Augias. Et sinon, comme on le disait, on l'évoquait tout à l'heure par rapport à la célébration par rapport à l'anniversaire du push manqué, je crois que il a toujours, depuis le début, il parlait de prospérité, il voulait laisser un Cameroun prospère. On ne peut pas laisser un Cameroun prospère lorsqu'il est pris en otage par des prévaricateurs des caisses du trésor public, des voyous à col blanc et tous ces voleurs qui squattent la scène politique et la scène administrative de notre pays. Maintenant, je pense qu'il est pour un homme politique de sa carrure, il importe beaucoup qu'il mène cette opération à bout pour pouvoir préparer justement le terrain à son successeur, que je ne lis pas dans la boule de verre pour dire que ce sera X ou Y, mais sinon, c'est un acte salutaire même pour le Cameroun. D'accord. On va s'intéresser à votre journal Pierre Claver, puisque vous êtes sur ce plateau d'aller mieux nous aider. Dessus, on parle toujours de cette coopération bilatérale Cameroun-Chine, avec donc le magazine Horizon Nouveau, que nous avons d'ailleurs demandé à M. Charlemagne de nous permettre d'avoir à l'écran, qui est en kiosque quasiment depuis quelques jours. Donc, le meilleur exemple gagnant-gagnant entre le Cameroun et la Chine, eh bien, les nouvelles sont plutôt bonnes du retour de M. Biya du côté de la Chine. Les chiffres sont assez exceptionnels. Assez éloquents d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que M. Biya a obtenu un don de 400 milliards de francs CFA de la part de la Chine. Vous ne parlez pas de prêt, vous parlez de don. C'est sensiblement un don, c'est un don. C'est un don de 400 milliards de francs CFA sans contrepartie. C'est énorme, et voilà le genre de concours financiers dont le Cameroun a besoin pour sa marche vers la prospérité. Maintenant, la question qui se pose, c'est plutôt en interne. Est-ce que ces dons ne vont pas se retrouver également dans les paradis fiscaux, parce que c'est pas le président de la République qui implémentera les projets, ou alors qui va lui-même gérer ces ressources-là sur place. Mais maintenant, les fonctionnaires qui sont autour de lui et qui seront chargés de s'en occuper, est-ce qu'ils ne vont pas, comme d'habitude, détourner cet argent pour qu'il se retrouve dans les paradis fiscaux? Et si c'est le cas, nous allons toujours continuer à courir dans le sac, parce qu'il faut savoir que la Chine a beaucoup apporté au Cameroun. Vous avez par exemple ce projet de l'autoroute qui a un peu traîné, mais qui est effectivement en cours d'exécution, mais qui connaît des difficultés justement parce que les fonctionnaires camerounais font preuve d'une délicatesse à la limite congénitale, avec des détournements. Ce chantier pendant beaucoup de mois, vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle. Je parle naturellement, parlant donc des indélicatesses sur le terrain. Il y a par exemple le détournement des indemnisations par des indemnisations destinées aux riverains par des fonctionnaires et d'autres administrations locales de ce côté-là. Et c'est ça qui a entraîné des perturbations qui, par la suite, ont entraîné des retards sur le calendrier, sur l'agenda d'exécution des travaux. Donc, vous voyez le problème du Cameroun. Pour revenir sur l'opération Épervier, parlant toujours de toutes ces mannes, de cette manne qu'il nous a ramenée de la Chine, il faudrait vraiment qu'il fasse encore preuve davantage de rigueur pour que ces gens, ceux qui sont comptables des actes de prévarication, puissent rendre gorge, et que ceux qui avaient l'intention de le faire soient dissuadés.
Sinon, nous allons courir dans le sac, nous n'avancerons jamais. Et tout cet argent qui vient de l'extérieur, on retrouvera les trois quarts dans les poches des individus, des fonctionnaires camerounais, comme cela semble le cas jusqu'à présent. Et d'ailleurs, être érigé en lettres d'or. On va quitter l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest avec donc le magazine panafricain Afrique Révélation qui revient naturellement sur ces élections présidentielles qui se sont déroulées du côté de la Sierra Leone. Et vous voyez d'ailleurs à la une du dit journal, Sierra Leone, le camp perdant veut contester les résultats de la présidentielle. Note donc le dit journal en Sierra Leone, le journal, le candidat du principal parti de l'opposition, Julius Maada Bio, a été officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Cet ancien militaire à 63 ans a donc remporté avec 51,81% des voix contre 88,19% pour Samoura Kamara, candidat du parti au pouvoir. Le président Ernest Bai Koroma quitte donc son poste après 2 mandats constitutionnels, mais Samoura Kamara a d'ores et déjà annoncé qu'il contestait ces élections. En tout cas, on a très peu vu des élections en Afrique où l'opposant, le candidat de l'opposition vient naturellement battre celui au pouvoir. C'est d'ailleurs le cas du côté de la Sierra Leone. Oui, bien, là, c'est presque impossible en Afrique francophone, mais en Afrique anglophone, il arrive que cela a souvent eu lieu. Et le cas de la Sierra Leone ne me surprend pas, parce que la gestion des affaires politiques dans le système anglo-saxon n'a rien à voir avec la gestion des affaires politiques dans le système francophone. Mais maintenant, s'il y a des contestations, c'est normal. Il est difficile pour quelqu'un qui a quand même qui a fait 2 mandats, d'accepter, encore que c'est son... Il doit accepter le verdict des urnes, tout simplement. Même s'il accepte, il doit quand même, c'est un barreau d'honneur. Il dit, ok, c'est vrai, j'ai été battu, mais est-ce qu'il n'y a pas eu ceci? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Sauf que c'est lui qui organise ces élections. Voilà, il a été battu. D'accord, merci en tout cas d'être passé ce matin dans le cadre de cette autre édition de la Grande Tribune Pierre Claver. Merci Fabrice, et surtout merci à nos milliers de téléspectateurs dans le monde et au-delà de nous avoir accordé leur temps. Rendez-vous est pris pour... quasiment dimanche, 20h30 dans le cadre de l'édition. Donc 7 jours en tout, et bien ça sera avec également le concours de bon nombre de directeurs de publications sur le continent africain. Merci en tout cas d'avoir prêté une oreille assez religieuse à cette autre édition. Et bien l'information est donc en continu sur votre chaîne panafricaine. Bon début de week-end à tous.